Allô. Ok, bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mardi 1er avril 2014. Désolé du retard, j'ai pas mal de trucs à faire et tout est long, donc je n'ai pas pu réaliser l'émission avant 16h05. Voilà, c'est vrai que me confirme déjà que c'est OK l'évolution son image, merci. Je vais également ouvrir le chat audio Mumble. Pour l'instant, c'est une journée plutôt mauvaise, pas non plus de la folie. Je suis très légèrement perdant sur les positions fermées. Et au niveau des positions ouvertes actuellement, j'ai moins 0,1%. De perte en cours, je suis vendeur sur le câble. Donc, soit la dominante de fond reprend le marché, à ce moment ça peut devenir une position très intéressante, soit on a une phase de repli. Donc, on va suivre ça attentivement. Voilà, j'en ai pas top pour le moment. Alors, pour participer, vous avez le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission sur videobourse.fr. Je fais le point régulièrement, donc si vous avez des messages, des choses à poster, des liens, n'hésitez pas. Vous avez également le chat audio Mumble, M-U-M-B-L-E, vous voyez le lien en bleu ciel en haut à droite du cadre de diffusion de l'émission. Ensuite, vous pouvez m'ajouter sur Skype, Fabien Web tout attaché, c'est mon pseudo Skype, je vous le mets sur le chat écrit. Cette émission s'appelle Trader Ensemble, l'idée est de partager nos points de vue et nos avis, des articles, etc. En aucun cas, des conseils d'investissement ne sont fournis dans le cadre de cette émission. Cette activité est réglementée en France, il faut une licence de CIF, que je n'ai pas. A ce titre, ce que je dis, quand je prends des positions, etc., n'implique et n'engage que moi. Si vous choisissez de me suivre, cela incombe de votre responsabilité. Pour ma part, je partage cela à titre indicatif. Pour ma part, je gère un compte réel qui s'élève actuellement à 101 371 euros. Ce n'est pas mon capital, mais le capital d'un client tiers. En grande partie, il n'y a que 1200 et quelques euros qui sont à moi. Donc que je gère via un MAM, Multi-Account Manager, et un contrat de consultant que j'ai avec mon courtier JFD Broker qui est autorisé à faire de la gestion de portefeuille à travers l'Europe. Vous pouvez suivre les résultats de mon compte à tout moment qui sont sur le lien Mes résultats et MAM au-dessus du cadre de diffusion de cette émission. Bonjour Butor qui nous a rejoint. Donc voilà, le câble, vous voyez, sur l'ensemble des marchés, on voit qu'on reste dans des zones qui ont été pas mal travaillées. Donc pas grand chose à indiquer pour le moment. Ici sur l'eurodoll, on a eu une petite pulsion haussière, puis on revient dans les zones qu'on a beaucoup travaillé. L'euro yen est quand même en dynamique plus clairement haussière. Le câble, on a marqué une belle correction après une baisse ce matin. Là, les vendeurs essaient de revenir, on est au point d'équilibre quasiment. Le dollar yen monte bien par contre, donc il y a de quoi faire. Ouais, on passe en territoire. Non, on est sur point d'équilibre sur le câble, mais c'est bien orienté. Dynamique de fond dans l'autre sens. Et vendeurs qui reprennent assez agressivement dans le marché. Salut Seb qui nous a rejoint. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler. Alors, journée assez calme comme j'ai dit. Je vais aller regarder du côté de Forex Factory ce que l'on attendait, ce que l'on attend pour le reste de la journée comme nouvelle. Demain après-midi, on recevra Nicolas Chéron dans le cadre de cette émission. Ok, il y avait des nouvelles par rapport à l'économie chinoise cette nuit qui sont tombées moins bonnes qu'attendues. Les taux d'emprunt, les taux de... Pardon. Taux d'intérêt par rapport à la devise océanique, donc au dollar australien, qui sont tombés conformes aux attentes et aux chiffres précédents, et aux annonces précédentes. À 10h30, on a eu des chiffres de production manufacturière par rapport à l'économie britannique qui sont tombés à 55,3. Les chiffres précédents étaient à 56,2. On les attendait à 56,7, donc c'est pas très bon. Et à 16h, on vient d'avoir un indice de production manufacturière ISM par rapport à l'économie américaine, 53,7, c'est pas bon.
par rapport au chiffre attendu qui était à 54.2, le chiffre précédent était à 53.2, on repasse en territoire positif avec cette baisse du câble. Si je vais jeter un coup d'œil du côté des marchés actions, ici on a le Dow Jones qui monte et on est au contact des précédents plus historiques, on verra ce que ça donne. En 5 minutes, on a une ouverture sur un gap haussier qui n'a pas été comblé, au contraire, on continue de monter. Hier aussi c'était déjà le cas, donc ça fait 2 gaps qui ne sont pas comblés pour le moment sur le Dow Jones. Attention, bel entrain aussi. Ici sur l'Eurostoxx 50, on est sur des plus hauts en 5 minutes. Si je bascule en graphique journalier, on est également sur des plus hauts depuis le début de l'année. En graphique journalier sur le CAC, on casse également les précédents plus hauts de l'année. Et ça fait depuis 2008, je crois qu'on n'avait pas atteint de tel niveau. Voilà le contexte dans lequel on est. Et pour ma part, je choisis de vendre donc ce câble qui ne me propose pas grand chose pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller écouter les points de vue des uns et des autres, à droite à gauche. On va aller écouter également et regarder quelles sont les nouvelles majeures aujourd'hui. On avait le point du côté de chez Agora, on écoute ce premier point d'un nouveau trimestre. Bonjour à tous, bienvenue pour ce point sur le S&P 500. Donc globalement, depuis une semaine, on a assez peu de changements sur les indices américains. On a toujours un S&P 500 qui consolide de manière horizontale dans des bandes comprises entre 1850 points à la baisse et 1880 points à la hausse. Donc ce sont ces lignes visibles sur le graphique. En termes d'actualité, on a la Russie, donc là, avec les tensions qui s'apaisent suite aux déclarations de M. Poutine, comme quoi il commençait à retirer ses troupes des frontières ukrainiennes. Donc ça, c'est un premier point de soutien, évidemment. On a surtout la BCE en focus pour après-demain, suite à plusieurs déclarations des membres de la Fed, de la BCE, pardon, donc, que ce soit M. Draghi ou M. Feynman. Donc on attend, on espère, enfin les marchés, notamment en Europe, on commence à pricer un geste de la BCE après-demain. Donc ça, c'est évidemment un point à suivre. Donc voilà, en termes d'actualité, c'est surtout ça qu'il faudra avoir à l'œil, avec dans l'actualité macro-éco les chiffres du chômage vendredi aux États-Unis. Donc on a aussi également cet après-midi l'indice ISM manufacturier et jeudi ISM des services, mais ce sera à mon avis surtout la BCE jeudi et l'emploi US vendredi qui auront une grosse importance. En termes de scénario de marché, donc, on a toujours, donc, comme je vous le disais, une phase d'hésitation horizontale. Moi, je verrais bien, pourquoi pas, toujours le même scénario que j'ai en tête depuis la semaine dernière, ou depuis 2 semaines même. C'est pourquoi pas envisager une poussée haussière vers les 1900 points sur le S&P 500, c'est-à-dire le haut du canal ascendant, avec en équivalent en fait le VIX, comme vous le voyez sur le second graphique, qui casserait le support des 13,50. C'est un seuil horizontal qu'on voit en pointillé sur le graphique, où là, à mon avis, on pourrait avoir une sorte d'excès sous ce niveau et se rapprocher ainsi des plus bas de 2013 pour là véritablement marquer, à mon avis, un creux qui serait dans ce cas cohérent avec le retour du S&P 500 sur le haut de son canal ascendant. Donc c'est un peu ce que je vais suivre dans les prochaines séances et surtout, à mon avis, d'ici la fin de semaine, où là, je pense que globalement, d'ici jeudi, ça devrait se calmer, on devrait plutôt consolider. Et ce sera, à mon avis, l'enjeu pour la fin de semaine pour probablement trouver des bons points de vente en ce qui me concerne sur le moyen terme. Voilà, bonne journée à tous et à très vite. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Agora. On continue à prendre de l'info. Qu'est-ce qu'il se disait sinon? Ouais. N'hésitez pas à partager vos points de vue, vos prises de position sur le chat écrit.
Jacques Sapir, à propos des marchés, le début du second trimestre s'annonce bien, selon Jacques Sapir. Pression vendeuse, on repasse en territoire positif. Je laisse courir pour le moment ma position à la vente sur le câble. It had to be you. It had to be you. Orange. BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face à face aujourd'hui entre Jacques Sapir et Cyril Collet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jacques Sapir, directeur d'études à l'EHESS. Cyril Collet, directeur de la gestion action chez CPR AM. Cyril, début du deuxième trimestre en bourse, ça démarre bien, hein, plus 0,5% à la bourse de Paris. On a gagné au premier trimestre 2%. Le courant reste résolument haussier. Oui, je pense qu'on va, je dirais, finalement vers l'année 2014 qu'on attendait. Le premier trimestre a été un petit peu agité. Il y a des histoires de flux, il y a effectivement la crise en Ukraine, il y a pas mal de choses qui se sont passées. On nous prédisait une belle année, je crois qu'elle est tout doucement en train de se mettre en place. Le deuxième trimestre, ça devrait être normalement la confirmation des bons résultats des entreprises européennes. Pas forcément dans un premier temps sur les bénéfices, on va commencer par regarder les carnets de commandes qui s'améliorent par rapport à 2013, ça sera déjà un bon point. Deuxièmement, on devrait avoir une normalisation des flux. Entre mars 2013 et mars 2014, 80 milliards sont sortis des émergents. Donc ça explique, je dirais, en grande partie la crise de liquidité, la baisse des devises et ainsi de suite. Et par contre, vous avez les fonds de pension américains qui ont acheté 50 milliards d'obligations américaines au troisième trimestre et 50 milliards au quatrième trimestre. Donc cette réallocation, normalement, devrait s'arrêter, même si on a vu encore un petit peu des sorties sur le marché américain la semaine dernière. Plus de détente du côté des émergents. Et puis la continuité en Europe avec le retour en grâce des périphériques. On voit que depuis le début de l'année, Portugal, alors je ne parle pas de la Grèce pour l'instant, mais Portugal, Italie, Espagne, c'est ce qui surperforme. L'Italie, c'est très value. Il y a pas mal de jolis dossiers qui reviennent sur le marché. Donc, on avance tout doucement vers 2014 avec un trimestre de retard, mais finalement, c'est plutôt une bonne chose. Plutôt une bonne chose. Donc, vous restez résolument optimiste pour 2014. Votre prévision pour le CAC 40 cette année? Fais pas de choses comme ça. Allez, Cyril. On a dit en début d'année, à valorisation équivalente, on doit accroître des bénéfices. Pour certains, ça va être plus 16% en Europe, ça me paraît beaucoup. Si on a plus 10, on sera très très content. Plus 10 fin d'année, voilà. Bon, et tout dépendra, c'est vrai, des publications qui vont démarrer dans pile une semaine. Alcoa va ouvrir le bal aux États-Unis. Vous disiez sur les carnets de commandes, là vous êtes plus optimiste. Normalement, pour les entreprises européennes, l'étincelle doit venir des carnets de commandes. Elles vont pas annoncer tout de suite des bénéfices extraordinaires au premier trimestre, ça va être un petit peu compliqué. Mais des carnets de commandes qui se remplissent, hors aéronautique et autres, où là on sait que ça va très bien, mais sur la partie cyclique, un petit peu de redemande dans les émergents si ça se tasse un peu. Je pense qu'on aura plus des mauvaises nouvelles côté américain ou des nouvelles un peu moins bonnes qu'attendues, alors que côté Europe, on devrait avoir des bonnes nouvelles. Juste pour faire le point là-dessus, aux États-Unis, sur 111 sociétés qui ont fait des pré-annonces, il y en a 93 qui ont fait des pré-annonces négatives. C'est la première fois depuis 2006 qu'on a autant de préannonces négatives. Oui, mais ils font des préannonces négatives pour que l'annonce, elle, soit positive. Voilà. Et surprennent agréablement. Habitué de la communication financière des entreprises américaines. Bien joué. Oui, mais quand même, ça veut quand même dire qu'on va atteindre l'objectif, facialement, puisqu'on sera un BP au-dessus ou un cent au-dessus, comme d'habitude. Mais ça veut dire qu'on l'a abaissé cet objectif. Ça veut dire qu'on a une croissance attendue qui est en train de baisser sur 2014. Aux États-Unis, on va tourner autour de 7%. Si on arrive à 10 chez nous, si on arrive un peu plus au Japon, on va quand même dans un monde où on devrait avoir une performance absolue. Aux États-Unis, il n'y a pas de problème là-dessus, a priori, hausse des taux décalés et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'en hiérarchie de performance relative pour l'année, je pense qu'il faut quand même être toujours côté Europe et Japon que sur les États-Unis. C'est quand même un signe parce que on attendait ça au niveau des entreprises américaines, des marges qui baissent. C'est pas que l'énergie s'envole, mais ils vont quand même devoir payer un peu les gens qui viennent d'embaucher depuis un an. Et donc ça va limer un peu les marges. Bon, il faut d'autant plus privilégier l'Europe que la BCE va peut-être agir dans 2 jours. Jacques Sapir, c'est votre scénario après le chiffre d'inflation là qu'on a eu hier, une inflation qui ralentit encore fortement en mars à 0,5. Est-ce que c'est le moment pour la BCE d'agir? Pour l'instant, la BCE s'est surtout fait remarquer par son immobilisme. Alors, on risque d'avoir plutôt de la communication. Je pense qu'elle finira par agir, mais comme toujours, elle agira trop peu et trop tard. Je ne pense pas que ce soit dans 2 jours qu'elle agira. Elle agira plus tôt, au mois de mai, voire début juin. Pourquoi ? Tout simplement parce que ils vont trouver toute une série de raisons qui sont réelles d'ailleurs pour dire oui, il y a une baisse de l'inflation, mais d'abord cette baisse, il faut le savoir, n'est pas réelle dans tous les pays. Il y a des pays qui eux ne sont même pas en baisse d'inflation, ils sont en inflation négative, ils sont en déflation. Mais il y a des pays où il y a une remontée de l'inflation, en particulier en Allemagne. Bon, et quand on connaît le poids de la Bundesbank au sein de la BCE, ça peut aussi jouer. Donc, oui, mais la Bundesbank, Jacques, elle a évolué dans sa position. On a vu les toutes dernières déclarations de Weidmann qui
On a fait beaucoup de bruit autour de ces déclarations. Si vous regardez bien, il ne dit pas des choses très différentes de ce qu'il dit depuis maintenant 6 mois. C'est-à-dire que oui, il peut accepter un certain type d'assouplissement, mais ce n'est pas encore l'équivalent du quantitative easing qui était annoncé. Et tous les gens qui ont dit, oui, voilà, la Bundesbank vient de se rallier à la thèse d'un quantitative easing européen, se sont, à mon avis, beaucoup avancés. Mais elle assouplit quand même sa position. Elle assouplit sa position. Il faut savoir que la Bundesbank doit aussi gérer des problèmes à la fois en interne et dans sa relation avec les autres banques centrales au sein de la Banque centrale européenne. Mais sur le fond, je vois finalement très peu d'évolution de la position sur les fondamentales de la Bundesbank. Et donc pour vous, ça donnera un prétexte supplémentaire pour la BCE pour ne pas agir une nouvelle fois dans 2 jours. En revanche, vous nous disiez, elle pourrait agir en mai-juin. Qu'est-ce qui aura changé en mai-juin? Si vous voulez, on aura si. Alors, je viens de prendre mon bénéfice sur le câble, donc je viens de sortir avec un bénéfice sympathique, ce qui me conduit à une journée positive d'un peu plus de 0,1% de profit pour le moment. Donc à suivre, et je vais voir sur quoi je reprends position. Pour le moment, peut-être plus du côté des paires en yens qui ont l'air de plus bouger aujourd'hui. Mais voilà, sinon je suis attentif et j'attends que le marché me propose un point d'entrée intéressant. Je vous alerte si elle prise de position. On voit toujours cette baisse de l'inflation au niveau de l'ensemble de la zone euro. Et je rappelle, c'est une moyenne et les moyennes ne sont pas réellement représentatives. Mais si on voit que le mouvement continue et qu'en particulier l'inflation n'augmente plus en Allemagne, voire même diminue, là, effectivement, elle aura un dossier beaucoup plus solide pour intervenir. Mais je dis, il faut faire attention. Bien entendu, je ne peux pas exclure complètement une décision dans 2 jours, mais je dis, faisons attention. Tous les gens qui disent, oui, ça y est, c'est plié, il y aura une décision dans 2 jours, risquent d'être tout à fait déçus. Mais les marchés non plus sont pas convaincus qu'il y ait une décision dans 2 jours. Cyril Collet, l'euro là se rapproche à nouveau $1,38. Il manque l'euro. Oui, ce qu'on regarde plutôt, c'est la parité euro-dollar, parce que c'est vrai que s'il y a intervention, quelle que soit la forme du quantitative easing, un petit ou un grand, ça doit faire baisser l'euro. Parce que faut pas oublier que sur tous les achats américains, il y a effectivement un effet support à court terme, mais c'est surtout quelque chose qui a fait énormément baisser le dollar contre les devises émergentes et contre notre euro à nous. Donc on est un petit peu sur un focus devise à court terme. Mais il faut se réjouir que l'euro monte comme ça, parce que si la BCE n'agit pas jeudi, ça limitera son potentiel de hausse le jour J. Ça, je sais pas trop. De toute façon, il faut pas se réjouir que l'euro monte. C'est pas bon pour les entreprises françaises, c'est pas bon pour les entreprises de la zone. Donc non, un euro fort, c'est une mauvaise chose pour l'ensemble de la zone. Mais ça aurait pas été pire de voir l'euro aujourd'hui baisser et les marchés déçus jeudi prochain, voir l'euro rebondir de plus belle et monter peut-être plus haut que la hausse qu'on est en train d'observer aujourd'hui? Objectivement, à 3 jours, c'est dur. Hein. On va dire qu'il vaut autour d'1,38 et que c'est trop cher. On a une parité de pouvoir d'achat historique qui vaut ce qu'elle vaut, qui est autour de 1,17, dont on est bien loin. Donc, s'il y a intervention, ça fait baisser l'euro et c'est très très bon pour la deuxième partie de l'année alors pas forcément pour effectivement les achats en devises étrangères, pétrole et autres matières premières, mais on voit aujourd'hui la tension n'est pas là pour l'instant, donc ça sera pas très grave, mais ça sera une bouffée d'oxygène supplémentaire pour les entreprises européennes et je pense que c'est une très bonne chose. Ce qui explique peut-être cette hausse de l'euro aujourd'hui face au dollar, ce sont aussi les propos de Janet Yellen hier. Janet Yellen qui s'est montrée à nouveau très accommodante, elle a vigoureusement défendu la politique de taux bas et la poursuite des rachats d'actifs. Elle a voulu rattraper son oral de la fin février, d'il y a quelques semaines, d'il y a 2 semaines, où les marchés s'étaient dit « Oh là là, Janet Yellen est en train d'ouvrir la porte à une hausse des taux ». Là, hier, elle a au contraire vigoureusement défendu les taux bas. Pas le choix. On a déjà évoqué plusieurs fois. Il faut qu'il reste lisible. Donc, il ne faut pas qu'ils disent tout et son contraire d'une fois sur l'autre. Elle a ouvert une porte, pardon. Elle va continuer à être effectivement très accommodante parce que la reprise aux États-Unis est là, mais elle est un petit peu fragile. On a vu qu'une hausse de taux, c'est un impact direct. On en vient juste d'en parler sur le dollar, mais aussi sur l'immobilier. Il ne faut pas oublier que c'est une partie essentielle de l'économie américaine, même si c'est un peu moins vrai que ce que c'était avant la crise. Donc non, je pense qu'elle est dans la continuité et elle va accompagner tout doucement la reprise. Bon. Pierre. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut savoir que là... Quand Guillaume disait rattrapage, c'est juste sur le mot, sur le plus ou moins 6 mois, sur autour de 6 mois, c'est juste ce petit mot-là qu'il fallait rattraper, on n'est pas dans la philosophie de... Non, je pense que c'est quand même un petit peu plus compliqué que cela. Le fond du problème, c'est que, évidemment, il y a une amélioration
depuis 1 an et demi de l'économie américaine, mais tous les experts savent que cette amélioration est extrêmement fragile. Et donc, aujourd'hui, la Banque centrale est devant un véritable dilemme qui est à la fois, elle voudrait bien sortir du quantitative easing, mais elle sait que si elle le fait trop brutalement, elle casse complètement la machine. Elle a aussi un problème de crédibilité et donc elle ne pourra agir que très lentement. Il faut faire très attention. L'économie américaine et en particulier la dimension banque centrale, c'est un énorme navire et un énorme navire, ça ne se manœuvre pas au doigt et à l'œil. Il y a un temps d'inertie qui est extrêmement lent. Quand en plus le capitaine ne sait pas, enfin n'a pas une vision très claire, parce que tout simplement la situation n'est pas claire. Hein. Il y a des secteurs qui aujourd'hui rebondissent, il y a des secteurs qui continuent à stagner et il y a même des secteurs qui à nouveau se détériorent aux États-Unis. Tout ceci ne dresse pas un tableau clair de la situation économique et ça incite évidemment à la prudence. C'est vrai que le taux de chômage masque un peu la réalité, c'est-à-dire qu'on le voit baisser, on se dit tout va bien, alors qu'en fait le taux de chômage implicite il est largement supérieur à ça. Et c'est vrai que ça peut faire, je dirais, taire une hétérogénéité à l'intérieur des données macro globales. Ok, donc ça, toujours... Pardon, c'était le point réalisé par Jacques Sapien. En dehors du marché, hein, pour ma part, pas de signaux clairs, donc j'attends. Le Dow Jones ira encore plus haut, pense Marc Toitier. Écoute, son point de vue, c'était au micro de Sika Van Line. Marc Toiti, bonjour. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Alors vous êtes le président du cabinet de recherche économique indépendant ACDFI et nous allons parler ensemble des États-Unis où la Fed change de ton. Janet Yellen, sa présidente, a laissé entendre que les hausses de taux pourraient redémarrer à partir du premier semestre 2015. Qu'est-ce que ça change pour les marchés financiers et est-ce que ça sonne pas un peu le glas des marchés boursiers? Alors, je dirais que c'est un petit peu normal ce que fait Madame Yellen. Hein. Moi, je l'appelle amicalement Mamie Yellen, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle une colombe hein, dans le jargon des banques centrales. C'est-à-dire, elle fera toujours passer avant tout la croissance et l'emploi devant l'inflation. Donc là, c'est déjà une sécurité, entre guillemets. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, les marchés n'ont pas tellement apprécié son discours, son changement de ton. Parce que justement, ils se disaient, bon, bah, c'est une colombe, elle va nous laisser tranquille pendant des années. Elle dit non. Je ne peux pas comme ça continuer parce qu'il y a un risque de ce qu'on appelle une trappe à liquidité. Ça veut dire on met trop de liquidité sur le marché qui ne vient pas finalement financer l'économie mais plutôt alimenter une bulle financière. Ouais. Bon, c'est des points rapides. Si on veut les vidéos entières, il faut aller sur Sika Van Line. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. On avait un point de vue en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. On va écouter, avant de lancer cette vidéo, lire plutôt ce qui se disait du côté du chat écrit. Et toujours en dehors du marché, donc...
à l'affût d'un point d'entrée éventuel. Alors sur le chat écrit, qu'est-ce qu'ils disent? Ça on avait vu. Alors Paris Samsung qui était vendeur de dollar-yen, quels étaient tes critères d'entrée? Target Paris, salut la room. T'as commencé il y a longtemps, Fab, short sur l'or, long euro-yen pour moi. Alors Nance aussi que j'ai commencé tard aujourd'hui, j'ai commencé à 16h, donc il y a une demi-heure. Short sur l'or et long euro-yen, quels sont tes critères Saucic? Si t'as des graphiques à nous partager comme parfois, n'hésite pas. Chris qui disait Cédric, un objectif sur avril, 5000, t'es sûr de toi? Oui, et toi des objectifs, tu vas tripler tes positions donc. Hello, donc Phil qui nous a rejoint, comment vas-tu? Short DAX, coupé la moitié, ok Phil. Donc du coup t'as clôturé en perte ou t'as pris un profit? Dans quel contexte avait shorté le DAX? Puisqu'aujourd'hui on a des journées plutôt haussières sur les marchés actions européens, même si on voit qu'on marque un double top, hein, avec de nouveaux plus hauts qui avaient été marqués sur le CAC 40, plus haut de l'année. Ça on avait vu. Target à 48 sur le dollar-yen. J'attends la musique que j'ai mise pour me prévenir qu'on touche mon TP, disait Paris Amsterdam. C'est vrai qu'il disait la doublée est moins merdée car j'ai quand même bien merdé en mars. L'autre moitié stop à 0. Moi 3K déjà content, mais si le compte affiche plus de 11K, je retire, disait Chris. 12K, je retire 1000. Pas trop déçu, t'as les fêtes Cédric. Imagine toutes les heures que j'ai tradé, je gagne 12 minutes de la fin, c'est fou ça. Nico qui nous a rejoint, comment vas-tu? Un souhaité qui disait hello, tu l'as pris à combien ton long or Greg? Pardon, ton or Greg. Pas pris, je préfère encore attendre. Ma dernière position a été clôturée cette nuit pour 1100 points sur Tech Profits, ainsi soit-il. Jimmy qui disait salut tout le monde, salut Jimmy. TP touché, disait Paris. Il n'y a plus de son, si pas de problème. J'ai fait une petite pause. Je lisais un mail. Oyo qui disait, Saucic pardon, qui disait Oyo 1.6 joli. J'ai pris mon short sur 1383 sur le breakout du support intra avec un take profit à 1278. Mais bon, j'y crois même pas vu la journée dégueulasse de mon côté. Lol, disait Saucic. Il n'y a que sur l'euro-yen, je m'en sors mieux, plus 30 pips pour le moment. Ouais, bien joué, belle entrée. Je l'avais aussi cette entrée, mais pas encore mûre pour moi. Je préfère encore attendre, déjà soit-il. Le DAX galère sous la R1, disait Seb. Ok. Allez, on écoute le point réalisé en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Bon. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir. Comment peut-on expliquer cette hausse? Tout simplement, on est revenu donc tutoyer en effet les plus hauts historiques. Voilà, donc on a terminé en progression de 0,8% sur le Dow Jones à 16 457 et en progression d'un peu plus de 1% sur le Nasdaq pas loin des 4200 points. Voilà donc des propos rassurants de la nouvelle présidente de la Fed, Janet Yellen, donc, qui a indiqué que le soutien exceptionnel donc, qui était mis à disposition pour l'instant de l'économie américaine allait se poursuivre encore le temps nécessaire et qui serait donc prolongé au-delà sûrement de 2014. Voilà, donc ça relance un tout petit peu les craintes qu'avaient les investisseurs sur une éventuelle remontée des taux à mi-avril. Voilà, donc il y a 2 semaines, il y avait eu des craintes qui s'étaient un petit peu emparées des investisseurs. Ces craintes-là, pour l'instant, sont éloignées. Voilà, donc ça rassure un petit peu les marchés. Donc les liquidités vont continuer à couler à flot sur les marchés. Un mot sur l'Asie maintenant. Quelle était la tendance pour les marchés asiatiques ce matin? Alors 2 indicateurs intéressants ce matin en Asie. D'abord en Chine, on a eu donc l'indice officiel manufacturier donc, qui a progressé comme attendu en mars à 50,3. Après 50,2 en février, c'est un tout petit peu au-dessus donc des attentes du mois précédent et notamment au-dessus des 50, donc qui délimite donc zone de croissance, zone d'expansion de l'activité, de zone de contraction, de récession. Voilà, donc ça a rassuré un tout petit peu les marchés. Et une enquête au Japon, donc l'indice Tankan, donc qui mesure le moral des grands industriels, qui est ressorti au plus haut depuis 2007 à plus 17 en mars. Voilà, donc tout ça, ça a permis au marché asiatique de se comporter relativement bien, même si on a eu quelques prises de bénéfices en fin de séance au Japon, où on a clôturé sur Nikkei en baisse de 0,24. On gagnait 0,60 sur l'indice Shanghai et pas loin de 1% sur l'indice de Hong Kong. On passe à Paris maintenant. Frédéric, le CAC est-il lui aussi rassuré ce matin?
Oui, en effet. Alors hier, on a un petit peu donc dévissé sur la clôture ou sur le fixing de clôture. On a perdu 0,5. Aujourd'hui, on reprend ces 0,5% à 4415. On s'installe au-dessus des 4400. On se rapproche de nouveau du plus haut annuel qui avait été établi le 7 mars dernier à 4432. Et là aussi, en zone euro ce matin, et notamment en France, on a eu donc un indice des directeurs d'achat manufacturiers rassurant en France, puisqu'il est ressorti au plus haut depuis 33 mois en mars à 52,1, alors qu'en zone euro, il a progressé pour le 9e mois consécutif. Voilà donc des indices rassurants aussi bien en France et en zone euro, qui permettent aux indices européens donc de retrouver un petit peu de reprendre un petit peu d'altitude. Du côté de l'analyse technique, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui? Alors, en ce qui concerne l'indice, pour l'instant, donc on a une configuration graphique qui est très positive au-dessus de 4385. Au-dessus de ce niveau-là, on devrait pouvoir aller chercher donc, cette fameuse résistance importante située autour de 4430, 4440. Au-delà, on pourra aller chercher, donc s'inscrire sur des plus hauts annuels. Et néanmoins, si on repasse en dessous de 4385, là, on aurait une première alerte, mais le véritable seuil donc d'invalidation de cette tendance légèrement haussière se situe à 4345. Un mot du côté microéconomique, je crois qu'Alstom est encore la star du jour. En effet, après la journée d'hier, comment ne pas reparler aujourd'hui d'Alstom qui s'envole littéralement sur l'indice CAC 40. C'est la plus forte progression donc, de cet indice, qui gagne 7% au-dessus des 21 €. Voilà, donc tout simplement, Alstom a annoncé la cession de son activité donc, ce matin de production d'échangeurs de vapeur au fonds d'investissement européen Triton, donc pour un montant de 730 millions d'euros. Cette opération s'inscrit tout simplement dans le cadre de la stratégie des ventes d'actifs du groupe industriel, qui espère donc finaliser le terme au premier semestre de cet exercice, donc cette session. Voilà donc un titre donc, qui pour l'instant donc, survole le marché en progression de 7%. Très bien, merci Frédéric pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. Le point en direct de la salle de marché de Bourse Direct, pas de gros mouvement pour le moment, je ne m'expose pas dans un marché qui ne me montre pas de signaux clairs. Je suis en dehors des marchés et attentif à ce qui se passe. Bien sûr, à la tête de l'actualité, c'est le remaniement ministériel, mais au-delà de ça, on avait vu le CAC à 4600 points en vue, et puis après, Marc Toati s'exprimait de nouveau du côté de Sikav Online. On écoute son point de vue, même s'il est tronqué. Alors, vous êtes le président du cabinet ACDFI, cabinet de recherche économique, je le reprécise comme d'habitude. Marc, vous avez des objectifs assez modérés sur la bourse, pas de catastrophe. Vous voyez une progression de l'ordre de 4 à 5% sur l'ensemble de l'exercice. Oui, tout à fait. Nos objectifs depuis 3-4 ans ont été respectés chaque année sur la bourse. Effectivement, cette année, je pense qu'on n'est pas loin du maximum, entre guillemets. Donc, on peut avoir 5-6% d'augmentation, peut-être un peu plus en courant d'année. C'est vrai que si on prend le CAC 40 en termes de valorisation, l'objectif annuel est autour des 4006. Donc on peut l'atteindre assez rapidement, mais quand on l'aura atteint, il faudra prendre ses bénéfices. Je pense qu'il y aura une année de montagne russe, hein, parce que c'est la mode en ce moment. Voilà. Gazprom augmente le prix du gaz vendu à l'Ukraine. Le duplex bourse, on l'avait vu. Ouais, Alstom qui grimpe. Tiens, Doc Finance, demain soir, je serai à 1$ soirée. Apéro Finance, j'ai mis le lien dans le menu de gauche pour ceux qui veulent avoir des renseignements. Il y a un événement sur Facebook, n'hésitez pas, c'est à Paris. Assez intéressant, Doc Finance. Et donc là, c'était l'interview de Stéphane Gornes, cofondateur de Haro Group, société de conseil en ingénierie informatique. Ça va m'intéresser directement, mais ceux qui réalisent cette vidéo. Arthur Jatto, Xav Finance, les limites de l'expérimentation aléatoire en économie. On écoute un peu de fondamental.
du côté de chez Xerfi. Je vous retrouve dans quelques instants, je vous avertis de la prise de position. Vous connaissez forcément le processus des essais cliniques réalisés en médecine. On administre un traitement au premier groupe et on compare les résultats avec celui du deuxième groupe à qui l'on n'a rien donné ou un placebo. Cette méthode, elle est aussi appliquée en économie depuis les années 60 aux États-Unis et elle connaît une nouvelle popularité avec les travaux de l'économiste franco-américaine Esther Duflo, professeure au MIT. Mais cette méthode est-elle viable? Eh bien, il apparaît que sous l'apparente simplicité de cette idée séduisante, elle se heurterait à la réalité des faits. C'est ce que va nous expliquer mon invité. Bonjour Arthur Jatteau. Bonjour. Alors vous êtes normalien, agrégé de sciences économiques et sociales, doctorant au CURAP de l'université de Picardie-Jules Verne et vous venez de publier Les expérimentations aléatoires en économie aux éditions La Découverte, un ouvrage dans lequel finalement vous vous montrez assez critique envers cette méthode. Alors est-ce que vous pouvez nous exposer en quelques mots les grandes limites? Alors les limites, elles sont assez nombreuses. Il y en a qui sont propres à cette méthode d'évaluation de politique publique. Il y en a qui sont plus générales. On peut peut-être, pour commencer par les limites éthiques à cette méthode de randomisation, donc d'usage de l'aléatoire dans l'évaluation des politiques publiques. On peut rencontrer des difficultés du point de vue moral, du point de vue éthique, auprès à la fois des bénéficiaires de ces politiques publiques qui peuvent ne pas souhaiter être tirés au sort, ça peut leur poser des problèmes. On peut rencontrer des problèmes également du point de vue éthique du côté de ceux qui sont chargés de mettre en place ces politiques publiques. Donc ça peut se rencontrer en France où on utilise des expérimentations aléatoires, mais aussi beaucoup dans les pays pauvres où elles sont utilisées. Il y a un autre type de problème qui est la question de la temporalité des expérimentations aléatoires et des chercheurs qui n'est pas forcément la même que celle des décideurs politiques. Parce que ça prend du temps de réaliser une Ça prend du temps. aléatoire. La plupart du temps, ça prend des années. Donc à partir du moment où elle est décidée et le moment où vous avez des résultats peut s'écouler plusieurs années et du coup les priorités politiques ou les financements peuvent avoir changé. On y reviendra peut-être, mais c'est le cas du RSA notamment. On y reviendra, oui. Alors il y a aussi que les questions testées par ces expérimentations aléatoires peuvent dépendre de l'agenda des chercheurs, des économistes qui souhaitent publier dans des grandes revues, qui souhaitent répondre à certaines questions théoriques qui ont le vent en poupe dans le champ académique. De ceux qui financent aussi. De ceux qui financent également, mais qui ne correspondent pas toujours aux questions que se posent sur place les ONG de développement, les gouvernements locaux, etc. Donc peut y avoir un arbitrage à faire entre des questions qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent être financées, parce qu'elles peuvent être publiées dans des bonnes revues américaines d'économie, et des questions qui sont plus opérationnelles. Et enfin, il y a la critique qui est pour moi majeure avec ces expérimentations aléatoires, c'est la question de la généralisation des résultats. Alors justement, cette généralisation, qu'est-ce qui pose problème? Où sont les biais que l'on peut rencontrer si l'on prend les résultats sur l'échantillon local et dans la généralisation, quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui fait qu'on peut aboutir à des résultats différents? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces expérimentations aléatoires sont donc forcément, dans l'immense majorité des cas, locales. Vous allez prendre une cinquantaine de villages au fin fond de l'Ouest kényan, sur lequel vous allez tester un traitement, c'est-à-dire une politique publique, voilà, une distribution de moustiquaires par exemple, des uniformes scolaires aux élèves, etc., dans cette zone-là, à une époque donnée, et sur finalement un assez petit nombre d'individus. Donc la question de la généralisation des résultats, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe si on refait la même chose ailleurs, donc à un autre endroit, par exemple une autre région du Kenya, par exemple un autre moment. Exactement, ou un autre moment, c'est-à-dire ça a été fait dans une conjoncture donnée, donc à une époque donnée. Et la question de la généralisation des résultats est extrêmement importante parce qu'elle pose la question de qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de connaissances et en termes de décisions de politique publique.
public. Et ça, c'est une question qui est extrêmement difficile à résoudre dans la mesure où le contexte est amené à changer, le contexte spatial, le contexte temporel. Et jusqu'à maintenant, c'est une question qui, paradoxalement, alors qu'elle est très connue et que les économistes qui pratiquent les expérimentations aléatoires la reconnaissent eux-mêmes, c'est une question qui est un peu laissée de côté et c'est une limite, du coup, majeure de ces expérimentations aléatoires. Alors d'ailleurs, Arthur Jazot, dans votre livre, vous citez beaucoup d'exemples. Beaucoup ne marchent pas. Alors, il y en a quand même certains qui marchent. Je vais en citer un seul, celui qui a évalué l'efficacité du microcrédit. Les expérimentations ont montré qu'il n'augmentait pas la création de micro-entreprises ni la consommation. Ça, ce sont les expériences qui ont été menées au Maroc, pardonnez-moi. Et il n'avait qu'un impact minime sur le bien-être. Ça, ce sont les travaux qui ont été réalisés aux Philippines. Mais alors, quelles sont finalement les recettes du succès pour les expériences qui marchent et qui permettent d'aboutir à des vrais résultats? Alors, pour préciser juste un tout petit peu ce que vous avez dit, donc il faut bien justement être le plus rigoureux possible en précisant que cette expérimentation à laquelle vous faites référence a eu lieu au Maroc dans certains villages, dans certaines régions. Voilà. Il faut vraiment toujours avoir ça en tête. On peut difficilement apporter des réponses définitives avec des expérimentations aléatoires, puisque, comme je l'ai dit, elles sont toujours extrêmement contextualisées. Mais on apprend des choses sur le microcrédit. Mais on apprend des choses sur le microcrédit. Ce qu'ont montré les expérimentations aléatoires de manière, si on essaie de généraliser un peu, de manière un peu intuitive, c'est de dire qu'il n'y a pas de miracle du microcrédit, pour reprendre l'expression d'Esther Duflo, et les résultats sont assez mitigés. Alors, comment expliquer les succès de certaines expérimentations aléatoires plutôt que d'autres? Alors, il faut bien dire qu'il y a un certain nombre d'expérimentations aléatoires qui testent des programmes dont on peut vraisemblablement, on ne peut pas douter qu'ils vont être efficaces. Voilà, si vous distribuez des pilules contre les vers intestinaux aux enfants au Kenya, comme ça a été fait, on peut difficilement penser que ça va avoir des effets négatifs. Donc un certain nombre d'expérimentations aléatoires sont faites non pas pour connaître le sens du traitement, on sait que ça va être positif, que les résultats vont être positifs, mais un certain nombre d'entre elles sont faites pour essayer de mesurer l'ampleur. Dans quelle mesure ça va être positif? On sait très bien que ça va être une bonne chose, mais est-ce que ça va être une très bonne chose ou simplement un tout petit peu mieux? Étant entendu qu'on mesure toujours ça par rapport aux sommes investies, aux sommes en jeu. C'est-à-dire, il y a toujours un calcul, non pas seulement d'efficacité, est-ce que ça marche, mais d'efficience. C'est-à-dire, est-ce que ça marche, mais à quel prix? Et le coût moyen d'une expérimentation, c'est entre 200 et 900 000 euros. Alors, le coût moyen d'une expérimentation, si vous prenez les moins chers, par exemple en France, avec la mallette des parents, dont peut-être on pourra parler tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est pas très élevé. Et les plus chers vont coûter des millions de dollars. Vous avez des millions de dollars pour certaines expérimentations dans les pays en développement ou une expérimentation en France sur les permis de conduire qui a coûté 10 millions d'euros. Donc c'est effectivement assez variable, mais souvent c'est quand même des sommes assez conséquentes. Alors on va parler de la France, Arthur Jazot. Il y a un exemple sans doute le plus célèbre, c'est le test sur le RSA qui a été réalisé dans 34 départements en 2007. Alors attention, ce n'est pas une expérience aléatoire car les populations n'ont pas été choisies au hasard. Cela dit, le RSA il a été généralisé en 2009. Peut-on en conclure que cette expérience a été un succès? Alors, la question du RSA et de son évaluation est vraiment l'archétype des questions d'évaluation de manière générale. Pourquoi? Parce que le RSA a été expérimenté. Donc on s'est dit, on va essayer de voir si l'expérimentation du RSA, ça donne des résultats. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le RSA a été généralisé avant même que les pouvoirs publics aient obtenu l'ensemble des résultats de l'expérimentation. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure et à la différence entre la temporalité du politique et la temporalité de la recherche. Là, on a vraiment l'exemple flagrant sur lequel la priorité politique, c'est d'appliquer le RSA pour diverses raisons qui ne sont pas liées à celles des résultats de l'évaluation. Et les chercheurs étaient très surpris puisqu'ils n'avaient pas eu le temps de produire des résultats. Alors le RSA, les chercheurs qui ont été chargés de l'évaluer auraient souhaité que ce soit une expérimentation aléatoire, c'est-à-dire qu'on tire au sort un groupe de bénéficiaires et on tire au sort un groupe de personnes qui n'auraient pas été bénéficiaires du RSA. Malgré les problèmes que cela pose, vous le rappeliez tout à l'heure. Malgré les divers problèmes que cela peut poser, mais
mais ça n'a pas été possible pour des raisons pratiques et politiques. Les politiques qui avaient en face ne souhaitaient pas qu'on tire au sort les bénéficiaires. Donc ça a été un petit peu bricolé, mais au final, il n'y a pas eu d'utilisation de l'aléatoire pour évaluer le RSA. Et aujourd'hui, il y a des expériences aléatoires qui sont menées en France ? Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses expérimentations aléatoires. Je dirais entre 20 et 30. Il y en a qui sont déjà finis, il y en a qui sont en train d'être lancés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une impulsion assez forte a été donnée aux expérimentations aléatoires en France avec Martin Hirsch, quand il était au commissaire. Le père du RSA. C'est le père du RSA, c'est aussi le père, on pourrait le dire, hein, de l'expérimentation aléatoire en France, la mère étant Esther Duflo, si vous voulez, dans la mesure où, avec son fonds d'expérimentation pour la jeunesse, le FEJ, il a financé de nombreuses expérimentations aléatoires en France. C'est quelqu'un qui y croit vraiment scientifiquement, hein, il est vraiment un partisan de ce genre de méthode, et il a financé de nombreuses expérimentations en France, les deux domaines principaux étant l'éducation, collège, lycée, école primaire, et faire en sorte que les choses marchent mieux, et aussi le domaine du travail et du chômage, où on a testé certaines choses pour faire en sorte que les chômeurs s'insèrent mieux sur le marché du travail notamment. Les expérimentations aléatoires en économie et leurs limites, donc, c'est à lire dans la collection Repères de la découverte. Arthur Château, merci d'être venu sur Xafi Canal. Merci à vous.
Ouais. Je suis vendeur là sur le dollar yen. On a vu une impulsion, mais ça n'a pas été particulièrement suivi pour le moment. Donc, pas grand chose. C'est une après-midi très calme, pas très passionnante. Il n'y a plus de nouvelles majeures à attendre cet après-midi. Demain, est-ce qu'on aura plus de nouvelles demain? Je vais du côté de Forex Factory. Du côté de Forex Factory, donc à 10h30 par rapport à l'économie britannique, on aura l'indice de construction PMI et à 14h15 l'indice d'emploi non agricole. Donc on sera ça avec intérêt. Mais c'est pas la folie. C'est jeudi. Demain à 15h on recevra Nicolas Chéron, donc on aura un débat, des discussions. Ce sera intéressant. Ensuite je partirai pas trop tard, je pense vers 17h. Parce qu'après il faut que j'aille à l'apéro finance justement faire des vidéos. 14h30, ouais, on aura beaucoup de nouvelles. Hein. Donc jeudi avec la conférence de presse de la BCE à 14h30 et 2 chiffres importants par rapport à l'économie américaine. Donc c'est vraiment jeudi, la grosse journée a priori. Donc voilà, petite vente là sur dollar yen, pas grand chose et je suis ce qui se passe. Alors sur le chat écrit, qu'est-ce qui se disait? On avait... Ça c'était ok. Puis qui disait DAX, a priori ça bouge du côté des marchés actions, je vais jeter un coup d'œil. Le CAC 40 qui décale, hein, qui corrige légèrement. 2 secondes s'il vous plaît. Ouais. Alors, je vais vous laisser quelques secondes. On va écouter l'Europe par la rigueur économique. On va rester dans un contexte fondamental. Du côté de chez Xerfi, je vous retrouve dans quelques instants. Toujours vendeur sur mon dollar yen, ça se passe moyennement pour le moment, 5 points de perte. Je reçois aujourd'hui Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à ESCP Europe et directeur de la revue Sociétal. Jean-Marc Daniel qui fait partie des économistes qui interviendront dans le cadre du Printemps de l'économie, événement organisé par les économiques de Turgot et dont l'édition 2014 aura comme sujet la place de l'Europe dans le monde à l'heure de la reprise. J'ajoute que son intervention portera plus spécifiquement sur l'Europe de la production et les politiques d'austérité. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Alors en fait, on peut lier cette question de l'austérité et cette question de la production. Alors selon vous, la dévaluation interne qui est à l'œuvre dans le Sud, qui passe notamment par de la modération salariale, est-ce qu'elle peut permettre aux pays en difficulté de repartir sur de bonnes bases? Alors ce qui me frappe dans cette approche et dans cette question, c'est d'abord l'utilisation du mot dévaluation interne au lieu de déflation, c'est-à-dire cette idée que dévaluation est quelque chose de positif alors que déflation serait quelque chose de négatif et de monstrueux. La dévaluation interne, en pratique, c'est de la déflation. Alors déflation, si vous préférez. Oui, non, mais la question qui se pose, c'est pourquoi effectivement est-ce qu'on considère que c'est par la baisse des salaires, par la baisse des coûts que l'économie européenne et notamment l'économie d'Europe du Sud va pouvoir s'en sortir? Je pense qu'il y a 2 erreurs de raisonnement dans tout ça. La première, c'est que ce n'est pas l'emploi qui doit être la priorité, mais l'employabilité, c'est-à-dire la capacité à se projeter vers l'avenir. L'enjeu, ce n'est pas de préserver le tissu industriel tel qu'il est, c'est de préparer le tissu industriel de demain. Et ça se fait par l'investissement et pas par la baisse des coûts, par la déflation. La deuxième erreur, c'est effectivement de ne pas voir que dans la politique d'austérité, il y a un enjeu structurel et un enjeu conjoncturel, et que, comme le nouveau traité le prévoit, il faut réduire le déficit structurel en tant que tel. Cette barre des 60%, si on vise à l'atteindre pour ces pays en difficulté, c'est 60% d'endettement, est-ce que c'est ça qui pourra permettre de repartir de l'avant ? Alors je crois qu'il y a un double enjeu derrière tout ça. Il y a un enjeu économique, mais personne ne sait exactement à partir de quel moment la dette publique devient un handicap. Et dans le problème de la dette, il y a autant l'usage qui a été fait de cette dette, c'est-à-dire qu'on voit bien que les pays sont endettés et pourtant la croissance n'arrête pas de descendre en Europe et même au niveau des pays développés depuis une quarantaine d'années. Et puis le deuxième élément, c'est l'engagement qui a été pris. Tous les pays ont signé un traité et c'est un peu la position des Allemands. Que le traité soit bon ou mauvais, à un moment donné, quand on a signé, il faut, pour maintenir la crédibilité, et c'est un élément clé de toute politique économique, il faut respecter ses engagements. Est-ce que l'euro fort, aujourd'hui, mine la compétitivité dans les pays du Sud? Est-ce que ça ruine leurs efforts?
Alors je crois que là aussi la question ne se présente pas de cette façon-là, c'est-à-dire la nostalgie de la dévaluation, de l'humiliation que subissaient les pays au travers de la dévaluation, est une nostalgie aussi de l'inflation. C'est un débat ancien puisque dès le sommet de Bonn, dès le G7 de Bonn de 1978, les Américains et les Allemands s'étaient opposés sur le rôle de l'inflation. Est-ce que l'inflation est un outil ou est-ce que l'inflation est un problème? Je pense que l'euro fort, c'est un moyen d'avoir effectivement des termes de l'échange qui sont favorables. Par exemple, en France, l'augmentation récente de l'euro a permis sur un an d'économiser 5 milliards d'euros sur la facture pétrolière. Donc l'euro fort n'est pas un handicap. Il faut s'adapter simplement dans une logique de productivité à la situation monétaire de l'euro fort. La dévaluation aurait été sans doute utilisée par ces pays sans l'euro. Ils auraient utilisé la dévaluation avec comme conséquence qu'ils auraient eu de l'inflation, donc ils se seraient engagés dans une spirale inflation-dévaluation, avec comme résultat une perte à la fin d'efficacité, de productivité. Si vous regardez sur les 50 dernières années, si vous regardez la grille des parités monétaires dans les années 50, au moment où est créé le FMI, et la grille actuelle, les pays qui s'en sont le mieux sortis, ce sont ceux dont les monnaies sont le plus appréciées. Est-ce qu'avec cet euro fort, la zone euro est condamnée à rester une zone de divergence réelle entre les différentes économies des États membres? Non, je crois que la divergence, ce n'est pas une divergence qui est liée au taux de change. Je crois que c'est une divergence qui est liée au besoin de vivre ensemble. Concrètement, dans une zone monétaire optimale, vous avez liberté de circulation des capitaux et vous avez, derrière cette liberté de circulation des capitaux, mobilité du facteur travail. Or, à l'heure actuelle, la population grecque diminue, la population active grecque diminue parce que les Grecs quittent leur pays et ils vont en Australie et aux États-Unis au lieu d'aller en Allemagne où il y a du travail. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, quand on quitte un État en crise comme le Michigan ou l'Illinois, on va en Caroline du Sud. Mais cette divergence, elle empêche quand même le développement harmonieux qui était prévu dans le traité de Rome en 1957. Le traité de Rome, on peut dire qu'il est mort et enterré. Non, il n'est pas mort et enterré quand on va dire qu'il empêche le développement harmonieux. Si vous regardez là aussi la Grèce, pour reprendre cet exemple, vous allez dans les rues d'Athènes aujourd'hui, et puis pour les curieux, revoyez le film Zorbal grec, voyez dans quel état était la Grèce dans les années 60, avant l'entrée dans l'Union européenne, et on verra quand même qu'il y a eu une convergence entre la Grèce, l'Allemagne et la France d'aujourd'hui. Alors que faire pour ces pays aujourd'hui, pour les pays en difficulté? Je crois que avec cette contrainte de l'euro, avec la meilleure chose à faire, c'est effectivement de maintenir leur politique d'austérité, c'est-à-dire de maintenir la réduction du déficit structurel, et puis de s'engager dans une véritable politique de capitalisme de concurrence et d'abandonner toutes les pratiques de connivence, de monopole qui gangrènent encore ces économies. Bien, Jean-Marc Daniel, je vous remercie. Je rappelle que vous approfondirez toutes ces thématiques lors du Printemps de l'économie. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci de m'avoir invité.
Ouais, de retour, désolé. Toujours vendeur sur mon dollar yen. Pas terrible, mais bon, je vais pas pour l'instant inverser la position. Il n'y a pas assez de nervosité, pas assez de volatilité. Au contraire, je vais renforcer ma vente. Voilà qui est fait. Faiblement exposé. Hein. À la base, j'avais un levier de 0,5. Là, je suis en levier 1. Si les acheteurs reviennent trop fort, eh bien j'acterai ma perte et éventuellement je me retournerai. Sinon, bien pour l'instant, je reste vendeur. On n'a pas de gros mouvements. Il faut pas stresser. Il n'y a pas de vraie dynamique. On le voit sur les 4 paires majeures. Pour le moment, je maintiens mon biais. Perte en cours de 0,05%. Ouais, elles sont coupées, j'étais absent là, quelques minutes, donc désolé. Phil qui a laissé un lien, on va regarder ça vite fait. C'est des mois de travail, il en a bavé, croyez-moi, avant de finaliser cet indicateur des trades maths. Tu parlais donc d'un indicateur. Alors, Phil qui laisse un lien, conférence FXM Montpellier, tiens, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de Montpellier. Quelques photos. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont assisté? Ok. Qu'est-ce qu'il y avait? Voilà où ça se passait. Après, dans le centre-ville de Montpellier, une belle place, je connais pas du tout Montpellier, enfin je suis déjà passé, mais très vite fait. C'était Nadia Camporé, mais ça c'était une vieille conférence alors, parce que Nadia elle travaille plus chez FXM depuis longtemps. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'il disait sur le chat écrit? Ça, on avait vu. Qu'est-ce qu'il disait? Ça fait pas pro. Pas de guerre entre propriétaires de sites. Merci, disait Phil. Je pense euro-dollar à la vente, disait Yoda. Vente de l'euro-dollar, disait Maître Yoda, ok. C'est calme jusqu'à jeudi. Tout le monde attend la BCE des Sociques, effectivement. Hein, c'est ce qu'on peut craindre. Enfin, craindre. Toujours de l'argent à prendre, hein, même dans les marchés calmes. Quand on est sur des marchés si gros que le Forex et les paires majeures, on peut rentrer sortir. Mais bon, c'est sûr qu'il ne faut pas trader de la même manière des journées calmes que des journées où on va avoir justement des chiffres par rapport à l'emploi américain important. Des discours de la BCE. Effectivement, tout le monde entend ce que va dire Mario Draghi. 118 € de profit pour Chris aujourd'hui, bravo à toi. Vendredi après-midi, ça va swinguer. C'est jeudi après-midi, non? Perso, le vendredi après-midi, je ne traite pas. Vendredi aussi, il y a des grosses nouvelles. Bah oui, c'est le premier vendredi du mois, donc il y aura le NFPO. Et donc 2 jours corsés, hein, jeudi et vendredi, il faudra être attentif. Depuis que je depuis que je mette de MT4, je gagne même l'après-midi car j'ai créé mon indicateur, c'est Chris, lol. Énorme comme indicateur, bravo Chris. Il est basé sur quoi là? Tu as appelé comment ton indicateur? Le Terminator. De rien, Matt, mais bon, tu as bien la vérité, tout ça. Hein. Premier. Moi, je viens des graphes comme c'était un échiquier. Et je trouve la faille du système. Disait Chris. Si t'as trouvé la faille, tant mieux. Tonton à côté de Montpellier, je crois, disait Phil. Mon système, il faut que je le teste. Mon système chez JFD, disait Chris. Vous croyez que l'on peut faire x8 son capital sans avoir trouvé la faille, disait Chris. Le son que vous en avez vu, vous trouvez. Ça en avez vu. Phil qui disait JM Finance, quelqu'un de Montpellier. Fab, t'as fait l'interview des mecs de plus 500 avant ou pas? Non, les gars de plus 500, non, jamais interviewé, ils sont à Londres, jamais eu l'occasion. Je garde une petite partie quand même au cas où sur l'euro-yen, disait Socique. Ok. Le Japon s'engage à arrêter la chasse à la baleine, ok. Jean-Michel 4 points, la domination du monde États-Unis-Chine. On s'est fait beaucoup de fondamentales là, donc pour le moment, on va rester en dehors, mais peut-être on aura l'occasion de regarder de nouvelles vidéos, même si on approche de la fin de la session de trading. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme élément ce jour d'analyse? Ouais, le match des traders, Giovanni Filippo. On l'a déjà entendu du côté de Bourse Direct, mais on va écouter le point de vue de Jean-Luc Cussac. C'était ce jour sur BFM Business. On écoute ça, toujours vendeur sur le dollar yen, négatif hein, pour le moment. On va voir ce que ça donne. BFM Business, intégral placement.
le match des traders. Et oui, comme tous les jours, le match des traders, on rejoint Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. On vous retrouve depuis Perceval Finance et avec vous ce matin Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Giovanni Filippo, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Giovanni, en ce 1er avril, les marchés sont comme un poisson dans l'eau. On progresse encore. Bon début de trimestre. Tout à fait. 7e trimestre de hausse consécutive depuis juin 2012. On a terminé le mois de mars en légère baisse après un plus bas à 4183. On revient en partie haute du range quasi horizontal dans lequel on évolue depuis plusieurs mois. Donc beaucoup d'enjeux d'un point de vue technique et économique. Donc les dés sont jetés. Il y a eu des grosses anticipations ces 15 derniers jours à la BCE de jouer. Il faut espérer que Mario Draghi ne se soit pas acheté le stock du tube de Dalida parole et parole. Sinon on risquerait d'avoir un retour de bâton. Pour l'instant, il ne faudra pas trop décevoir jeudi, c'est clair. Exactement. Donc là, on ne s'attend pas à un retournement de tendance d'ici jeudi. On reste acheteur au plus près au-dessus de 4396, sinon au-dessus de 4384. On surveillera le triple top qui s'est constitué à 4430. Donc derrière, on a 4450 comme objectif. Donc je vous disais, les enjeux techniques sont assez clairs. Dépasser le triple top à 4430. Du coup, on s'installerait, je dirais, au-dessus de cette fameuse moyenne mobile de long terme qui passe à 4410, que je vous parle depuis plusieurs mois, une dorsale qui n'a plus été reconquise en clôture depuis juin 2008. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'incidences techniques. Donc d'un point de vue économique, bien sûr, on attendra que la BCE donne un coup de pouce parce que techniquement, à court et long terme, le potentiel est quand même limité. Donc il va falloir quand même de la matière pour sortir par le haut. Voilà pour l'analyse que l'on développe du côté de Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, comment sentez-vous les choses, ce deuxième trimestre qui démarre plutôt bien ? Ouais, toujours haussier, toujours très calme, toujours le même environnement, le même contexte, et puis des petits écarts. Bon, hier on a bien retracé sur des points hauts. La résistance 4430-35 a bien fonctionné. On est revenu en arrière. Donc là, on pourrait tenter d'acheter vers 4004 pour essayer de vendre vers 4420-25 dans cette zone. C'est simplement une recherche systématique d'écarts typiquement de 20 points, 25 points, parfois 15. Et puis on attend des catalyseurs, on attend des intérêts, mais partout c'est calme. Alors c'est calme, mais c'est pas mal. Il y a toujours un peu de spéculation par-ci par-là. Elle est très sage. Donc on a un marché dans l'ensemble qui n'est pas vulnérable parce que tout le monde, on va dire, est sage, y compris la spéculation. Alors les niveaux d'alerte. Premier niveau d'alerte en pur intraday, c'est-à-dire si on baissait, surtout pour l'après-midi, en fin de journée, c'est là où les niveaux commencent à... Enfin, le franchissement de ces niveaux met la pression sur ceux qui sont positionnés dans la journée en sens inverse, c'est-à-dire si on baisse sous 4385, ça serait le premier niveau d'alerte. Niveau suivant, 4345, alors là c'est carrément, on va vers une zone neutre sur plusieurs jours, et 4285, là on passe zone baissière, et le gros changement de phase, c'est toujours 4205, donc là, bon, on peut pas remonter ce niveau. Voilà, c'est vraiment copier-coller avec les jours précédents. Oui, un courant toujours haussier, donc plus 0,5 à Paris, dans l'espoir d'un passage à l'acte de la BCE jeudi. En plus, on a eu des propos dovish hier soir de la Réserve fédérale américaine, Giovanni Filippo. Janet Yellen a défendu à nouveau la politique de taux bas, également les rachats d'actifs. Ça a permis à Wall Street de clôturer en hausse, et à Wall Street d'ailleurs de clôturer un 5e trimestre consécutif de hausse. Est-ce qu'à votre avis, il y en aura un sixième trimestre de hausse là pour ce début de deuxième trimestre? Ça paraît difficile à croire, mais sur le papier, c'est encore possible. Effectivement, Janet Yellen a rassuré un peu les marchés financiers hier soir. Donc le Dow revient vers ses plus hauts, ainsi que le Standard & Poor's. On a une oblique qui passe par les plus hauts sur le Dow Jones à surveiller, 16 470, 16 588 qui est le plus haut pour rappel sur le Dow Jones, 1885 sur le Standard & Poor's est également à surveiller. Quant au Nasdaq, il a connu quelques journées de baisse, il est venu tester des seuils d'alerte assez sensibles à court terme, mais il a rebondi à 4220. Pour l'instant, il faudra qu'il repasse au-dessus de 4220 pour écarter, je dirais, une deuxième vague de prise de bénéfices sur les valeurs technologiques et biotech. Bon, et sur les devises, Giovanni, comment expliquez-vous la hausse de l'euro? Là, on a vu l'euro franchir hier la barre d'1,38 $, on en est encore tout proche aujourd'hui, alors que tout le monde attend une action de la BCE. Pourquoi cette hausse de l'euro et, à votre avis, est-ce qu'elle peut durer?
lié sur mes positions. Je suis toujours acheteur sur l'euro-dollar au-dessus de 1,3685 et au plus près au-dessus de 1,3745. C'est vrai que mes confrères sont plutôt baissiers, pour peu que la BCE fasse quelque chose, mais il faudra voir exactement ce qu'elle fait. Ça n'aura pas forcément une incidence sur la parité euro-dollar. Donc pour l'instant, toujours acheteur au-dessus de 1,3685. Je couperai court, si vous voulez, à cette stratégie haussière en dessous de 1,3640 éventuellement. Bon, vous aussi, Jean-Louis Cussac, vous restez haussier sur cette parité euro-dollar. Vous nous le disiez déjà hier matin, vous êtes haussier. On a eu un contre-pied haussier d'ailleurs hier en séance. Et la stratégie est la même pour aujourd'hui ? C'est exactement la même. On est allé d'ailleurs chercher le 1,3810. On est buté à plusieurs reprises sous ce niveau. Et on va dire qu'au-dessus d'un 1,3810, hier je vous disais, on repasserait avec un biais haussier un petit peu plus fort. Bon, faut pas non plus faire division sur le relais, hein. Vous l'avez signalé, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de news qu'on attend. Et à la baisse, on va retrouver 1,3740 comme premier niveau d'alerte. Et ensuite, le 1,3640 que je signale depuis longtemps, donc dont a parlé également Giovanni il y a 2 secondes, qui est pour moi le niveau de retournement à la baisse. Et voilà la stratégie de nos 2 traders. Merci Jean-Louis, merci Giovanni Philippot. Et puis tout à l'heure, Cédric, dans 20 minutes, on évoquera aussi le yen, l'évolution du yen aujourd'hui, puisque c'est un jour important au Japon. Hausse de TVA, ça y est, la fameuse hausse de TVA s'est produite ce matin. La TVA japonaise est passée de 5 à 8. On verra tout à l'heure quel est l'impact sur le marché japonais. Ok, donc ça c'était le point réalisé par Jean-Luc Cussac. Bon, toujours de l'hésitation sur les marchés, pas grand chose à signaler. Ça baisse du côté du dollar, on est revenu quasiment sur le PRU. On va voir si on a une petite baisse qui permettrait d'engranger un petit gain. On a eu un petit décalage sur Eurodoll, mais on reste dans les zones qui ont été déjà travaillées, donc pas grand chose à signaler. Un lot à la vente actuellement sur le dollar yen. Ceci qui disait, je coupe l'euro-yen, plus 40 points, ça me fait au moins un beau trade aujourd'hui, disait Sosic. Bravo à toi, effectivement. Je garde une partie quand même, au cas où sur l'euro-yen. Indicateur, poule œuf d'or, des effets en rigolant. Market Guru, Messi indicateur, Extreme indicateur, Zen indicateur, Supreme indicateur. Phil qui faisait de l'ironie. Short sur l'eurodoll pour Paris Amsterdam. Qu'est-ce qui t'a motivé? C'est parce que tu ne crois pas à l'impulsion haussière qu'on vient d'avoir, donc tu vas faire shorter des points hauts, des niveaux hauts. Un ministère élargi pour Montebourg exclu. Il aura le portefeuille de l'industrie, du commerce, de l'innovation et des PME. Michel Sapin garde son travail, disait Humanoïde. Alors, dans cet après-midi calme et assez neutre, on va aller chercher les points de vue, écouter ce qui se dit à droite à gauche. Il y avait Philippe Betcher qui nous parlait du Japon, chef économiste chez Natixis Asset Management. On écoute son point de vue. Au nom de la vidéo, le Japon, un vrai casse-tête. Bonjour. Le 1er avril, le gouvernement japonais va augmenter la TVA de 3 points. Ce sera un bon test pour mesurer l'efficacité des Abenomics, cette stratégie mise en place par Shinzo Abe à la fin de l'année 2013. L'objectif de cette stratégie, c'est d'avoir une croissance plus élevée dans la durée et des finances publiques qui soient soutenables aussi dans la durée. 3 flèches, 3 éléments de politique économique pour réussir ces Abenomics. Une politique monétaire beaucoup plus accommodante pour sortir le Japon de la déflation. Et pour l'instant, cela fonctionne, puisqu'on regarde l'inflation ici sur ce graphique, et on voit qu'à la fin du mois de janvier, l'inflation est à 1,4%. Avec la hausse de la TVA au 1er avril, elle va encore s'accentuer. Deuxième point, une politique budgétaire qui a été plus agressive, notamment en début d'année 2013, via l'investissement public, et on voit l'impact que cela a pu avoir sur... Alors, je viens de couper ma vente sur le dollar yen avec un petit bénéfice qui permet de réaliser 0,13% de profit pour moi sur la journée. Donc, je reste à l'affût, s'il y a un beau décalage, je le prendrai, autrement la session de trading n'ira pas plus loin pour moi.
Il est à 17h20. À suivre donc. Et après, je vais vous montrer un truc intéressant, même si j'en ai déjà parlé, vous le verrez juste après. L'évolution du PIB, notamment au premier et au deuxième trimestre de l'année 2013, où là, l'accélération du PIB a été significative. Ça s'est un petit peu réduit par la suite. Et puis, troisième flèche, les politiques structurelles. L'objectif est de faire de la croissance dans la durée et donc de modifier l'équilibre au sein de l'économie japonaise pour permettre ceci. Et la question aujourd'hui sur l'économie japonaise, c'est qu'on a une population qui est vieillissante, une population qui est de ce fait-là moins productive, et l'objectif des réformes structurelles est de modifier cette population active, soit par un travail des femmes moins contraint qu'il ne l'est actuellement, soit en ouvrant les frontières aux étrangers pour augmenter la population active. Mais ces réformes, pour l'instant, n'ont pas été mises en place et c'est un des points majeurs d'interrogation sur les Abenomics. Alors, voilà, on en est à ce stade aujourd'hui. Le 1er avril, la TVA va augmenter, l'inflation va s'accélérer. Est-ce que ça peut marcher ou pas? C'est la grande question qui est posée et pour l'instant, on a des doutes. On a des doutes parce que les réformes structurelles ne sont pas mises en œuvre. Et puis, on a des doutes du côté du consommateur japonais. Le consommateur japonais, à la fin de l'année 2012, était très enthousiaste à l'idée de la stratégie de Shinzo Abe. Il l'est un petit peu moins aujourd'hui. On le voit sur le graphique ici. C'est l'indicateur de confiance des Japonais. On voit bien la ligne de l'élection d'Abe. On voit bien que, hop, l'indicateur progresse assez rapidement. Et sur les derniers chiffres, il s'est estompé, il s'est effiloché, il s'est effrité de façon assez significative pour revenir à un niveau en dessous de ce qui était observé avant l'élection d'Abe. Alors, la raison principale, les ménages ont vu effectivement l'inflation repartir à la hausse, mais leur salaire, à eux, n'a pas augmenté. Et donc, ils se retrouvent dans une situation de perte de pouvoir d'achat, d'où cette interrogation sur ces Abenomics. Et le 1er avril, on va avoir une accélération de l'inflation et des salaires qui sont un petit peu en retrait. D'où les appels à augmenter les salaires. Alors, on aura probablement un petit quelque chose, notamment sur les grandes entreprises. Ce sera probablement moins vrai sur les PME, mais ce sera probablement pas suffisant pour compenser. Et donc, le début du deuxième trimestre risque d'être assez chahuté en matière de demande interne au Japon, parce que le consommateur risque d'être pénalisé, va être pénalisé par cette situation, par cette augmentation de la TVA. Donc on va avoir là une expérience grandeur nature pour voir si ces Abenomics peuvent aller au-delà de la première année, aller au-delà de cette situation, de ce changement de tendance qui va être observé le 1er avril avec cette augmentation de TVA. On peut avoir des doutes, c'est ça le point qu'on va observer au cours des prochains mois. Je vous remercie. C'est le point réalisé par Philippe Vetcher, responsable donc de la recherche macroéconomique de Natixis Asset Management. Très peu de mouvements, donc a priori ce sera le dernier trade qui a été pris tout à l'heure. On va voir. Il reste encore 5 minutes. Alors le truc que je voulais vous montrer, c'était ça. Du côté de chez Currency, en fait, ils ont ajouté l'ensemble de mon historique. Parce qu'ils l'ont vérifié. Donc j'avais relié mon compte à Currency, mais assez tard. Mon compte personnel chez JFD. J'aurais demandé d'ajouter mon historique. Ils ont mis du temps, mais ils l'ont fait. Ils l'ont vérifié, etc. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a un parallèle sur leur méthode de représentation. Parce que leur benchmark est le Dow Jones par rapport au Dow Jones. J'en avais un peu parlé qu'il y avait une corrélation alors que je traite jamais le Dow Jones, mais l'ensemble des marchés étant corrélé, finalement c'est plus la volatilité qui importe et on va voir que les écarts et les comportements sont assez similaires entre l'évolution du Dow Jones et mon compte et je suis assez content de ce que ça représente en fait. Voilà, donc en vert ici vous voyez l'évolution de mon compte et en orange vous avez l'évolution du S&P, on parle de Dow Jones, le S&P. Vous voyez que dans un premier temps le S&P m'a surperformé et petit à petit en accumulant, eh bien j'ai surperformé le S&P. Les deux évolutions sont assez corrélées et ça en est étonnant puisque a priori il n'y aurait pas de raison particulière étant donné que je traite que le forex. Et en fait l'explication vient de mon approche puisque je traite les impulsions et les tendances. Les journées où ça bouge peu, finalement je fais peu d'argent, un petit peu quand même, mais les journées où ça bouge beaucoup, soit j'en fais beaucoup si je suis dans le bon sens, soit je peux perdre significativement
Surtout si je n'acte pas ma paire, ce qui était le cas en février, en fait, avec la journée qui était assez délicate. Et qu'est-ce qu'on constate? Bah oui, dans un premier temps, on a des évolutions assez parallèles. Le S&P me surperforme. Moi, je fais des petits gains réguliers, mais le S&P fait mieux que moi. Au bout d'un moment, bah, ces petits gains réguliers qui s'accumulent, bah, le S&P, lui, il a des journées gagnantes et pas, donc je passe au-dessus. On voit qu'une journée où ça a beaucoup bougé, le S&P lui a beaucoup monté, et moi, j'étais pas dans le bon sens et j'ai beaucoup perdu. Donc on s'en est rapproché, et depuis, on a repris le chemin. Mais c'est assez surprenant, je trouve, le parallèle entre ces deux évolutions, alors que bah, les deux produits sont vraiment différents. Vous voyez, quand il y a des belles journées de hausse, bah souvent on a aussi des belles journées de hausse sur mon compte. Quand ça baisse aussi du côté de mon équité. Donc on a un parallèle assez franc, et là où je suis vraiment content, c'est que je surperforme le S&P avec une volatilité assez comparable, puisqu'ils ont des indicateurs de volatilité. Donc vous voyez, le rendement cumulatif, je réalise 20,5% depuis le mois de septembre, quand le S&P fait 13,1%. Au niveau des indicateurs de performance, je ne sais pas exactement comment ils sont calculés, mais voilà, mon score de performance est de 20,91, celui du S&P de 42,33. Donc là, il est supérieur à moi. Par contre, mon risque est de 11,05 quand le sien est de 34,51. Donc il a un risque bien plus important que le mien. Mon drawdown maximal est de 5% quand le sien est de 57%, pardon, sur la période. Donc moi, je suis beaucoup plus stable que d'investir simplement sur un indice pour l'investisseur potentiel. J'ai 20% de journées perdantes quand le S&P en a 45%. Une volatilité de 1%. Donc ça, je suppose que c'est la volatilité moyenne. Voilà. Donc maximum drawdown, moi il est de 5%, 57% pour le S&P, pour 100 jours de perte, ok, donc là c'est des comparatifs. Donc après l'ensemble de mes positions. Mais voilà, simplement pour info, je vous laisse le lien, je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, si vous n'êtes pas inscrit à Currency, mais je vous laisse le lien, peut-être que vous pourriez y accéder. Peu de mouvement pour le moment sur les marchés, donc pas d'autres prises de position pour le moment. Et d'ailleurs j'ai une demande en cours auprès de Currency pour voir si je peux être trade leader. Alors si c'est le cas, si je suis accepté, je serais super fier. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont trade leader chez Currency, ils sont quand même assez drastiques dans le choix de leurs fournisseurs de signaux. Je crois qu'il y en a moins de 20. Et ça m'offrirait une visibilité significative, ça pourrait m'amener pas mal d'investisseurs. Il leur faut 6 mois d'historique. Donc là, le 9 avril, j'aurai 6 mois d'historique sur mon compte personnel chez JFD. Donc voilà. Ok, je reste à l'affût, mais pas de prise de position. Donc pour le moment, 17h28, il reste encore 2 minutes. Sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait? On avait Phil qui laissait un lien, on va regarder ça. Une boule lumineuse surprend la Suisse et l'Allemagne. Ça fait 3 heures que j'attends. Disait Chris, lol, je suis sur smartphone. Pas grave, connecte-toi quand tu auras fini pour débloquer. Olivier de la Marche, c'est 21. 21 mois consécutifs de baisse des salaires au Japon, disait Phil. Nico qui disait à quel moment tu es rémunéré, Fab, disait Nico, à la fin de chaque mois. Donc là j'ai eu mon chiffre sur le mois de mars. Je vais envoyer la facture à JFD et je vais toucher, mais en mars j'ai fait 200 et quelques euros de profit pour l'ensemble du compte. Donc moi il y a 20% qui me reviennent, je fais faire à peu près 40 et quelques euros. Donc c'est un mois anecdotique, mais bon, c'est un début. On verra comment ça évolue ensuite. Sympa ce graphe par rapport au S&P, ça démontre bien la corrélation intermarché des sociétés, effectivement. Ouais. Ça serait intéressant de voir avec un autre indice que le S&P. On peut le faire soi-même, mais là c'était fait automatiquement. J'ai perdu gros sur l'euro-dollar, disait Maître Yoda. Comment ça se fait? Quand ça n'a pas tant décalé que ça. Couper mon short sur l'or, plus 30 points, j'arrête là, bravo à toi Sosic. Le commissaire européen aux affaires économiques, Olli Rehn, a été clair. Il a tenu à rafraîchir les mémoires en rappelant que le délai donné à la France avait déjà été prolongé 2 fois, disait Manoïd. Donc effectivement la France qui a un souci à se faire éventuellement. Pacte de solidarité, Bruxelles recadre Hollande. Ça on avait vu, ok. Je réduis mes pertes, mais je finis à moins 1,05% sur la journée, disait Socic, donc pas une bonne journée. Ok. 17h30, j'ai terminé ma session de trading. Alors je vais faire le bilan de cette journée, comme vous l'avez vu, qui n'était pas passionnante. Mais bon, le marché c'est ça, hein. Des jours où ça bouge beaucoup, très vite, des jours où il ne se passe pas grand chose. Alors, c'est le compte personnel.
Donc sur mon compte mutualisé, voilà ce que donne cette journée. Donc plus 0,13% avec 131,64 € de profit, 30,70 pips de gains réalisés sur la journée, 57% de trades gagnants sur 14 trades au total, 7,5 lots échangés. Donc on commence la semaine plutôt pas mal puisque c'est 0,37% de profit qui ont été réalisés pour le moment sur la semaine, avec 51,80 points de profit et 59% de position gagnante. Je viens de passer la barre des 200 trades clôturés sur mon compte mutualisé et donc j'ai 58% de trades gagnants, 50,8 pips réalisés depuis l'ouverture du compte, donc ça c'est assez faible. Gain moyen 9,05 pips pour une perte moyenne de 11,89 pips, gain moyen de 55,16 € pour une perte moyenne de 72,05 €. 177 lots échangés, donc on approche des 2 millions, des 20 millions, les 20 millions échangés sur ce compte depuis l'ouverture. J'ai donc généré 1242 € de commission depuis l'ouverture du compte. Je gagne plus de positions à la vente qu'à l'achat, d'ailleurs je prends plus de positions à la vente qu'à l'achat. Mes trades durent en moyenne 54 minutes, j'ai un facteur de profit de 1,06, donc ça je pense que ça va bien évoluer à terme. Pour l'instant il est assez faible, donc ça laisse présager plutôt des bonnes choses pour la suite. Voilà, donc un mois d'avril qui commence tranquillement, mais sûrement. Demain, a priori journée assez calme, avec une nouvelle quand même l'après-midi, mais la grosse journée sera jeudi, et vendredi aussi ce sera une journée importante. Quoi qu'il en soit, vous pouvez suivre les résultats et mes prises de position ouvertes ou fermées à tout moment via mon suivi de compte sur MyFacebook que vous pouvez avoir en cliquant sur le lien mes résultats et même au-dessus du cadre de diffusion de l'émission, et je vous mets le lien également sur le chat écrit. Alors, si vous aussi vous avez terminé votre journée comme ceci vient de le faire, n'hésitez pas à faire le bilan de votre journée. Autrement ce sera à peu près tout pour moi. On va écouter quelques vidéos, en tout cas une vidéo. Cette interface avec stats, c'est chez quel broker, demandait Seb. C'était chez Courant6, c'est pas un broker, c'est un site qui permet de fournir des signaux. Qui a été racheté par Rwanda récemment. Voilà. Alors on va prendre un peu d'infos avant de se quitter. Je vous laisse le temps de réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer. J'ai mis le lien sur le chat écrit par rapport à ça, si ça t'intéressait. Seb. Perspective et anticipation pour 2014, on écoute le point de vue de Waldata à ce sujet. Bonsoir, donc je suis Gérard Sagnier, analyste technique chez Aurel BGC, c'est un courtier américain et je suis professeur d'analyse technique chez Waldata depuis au moins 7 ans. Donc ce que je vous proposais, c'est de faire une petite revue. Bien sûr, ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est les indices actions et les titres, mais si vous voulez bien, on va commencer peut-être rapidement par le pétrole et l'or et l'euro-dollar. Je pense que ce sont quand même des petites clés qui peuvent intéresser, qui peuvent influencer les actions. Et après, on attaquera les grands indices d'abord, puis ensuite une série de valeurs préférées. Alors, si vous avez le graphique, le premier, c'est le crude oil, donc qui est utilisé le plus, c'était le plus liquide. Le crude oil, une fois de plus, c'est jamais passionnant. On ne commence pas par une conviction très forte. Le crude oil nous habitue à faire des mouvements de volatilité. Vous voyez, depuis 2011, on a ici un mouvement de moins 20%, plus 20%, moins 15%. Et là encore, récemment, on a perdu ici 18%. Il aurait remonté de 15%, donc il se fait normal, il reconsolide et c'est pas passionnant. Il est sur les 2 moyennes mobiles. Je travaille souvent en semaine. Moi, personnellement, les graphiques que vous allez voir, j'aurais pu commencer par là d'ailleurs. Ma temporalité préférée, c'est l'hebdomadaire. Hebdomadaire avec les 2 moyennes mobiles, 40 et 10. Ceux qui ont suivi les séminaires chez Waldata, j'apprends aux clients que les 2 moyennes mobiles de base, c'est 40 et 10 en semaine, mais que normalement, il faut les faire bouger. Hein. Il faut les adapter le mieux possible au support et aux résistances. La base, c'est 40 et 10, c'est-à-dire toujours un ratio de 4 entre ce que j'appelle la moyenne mobile longue et la moyenne mobile courte, donc 40 et 10. Mais encore une fois, il faut les appliquer. Alors là, il y a absolument impossible d'appliquer les bonnes moyennes mobiles. Elles sont complètement au milieu, c'est un espèce de long triangle. La médiane, ce qu'on appelle la médiane, vous voyez, si on prend à peu près le cours moyen depuis 3 ans, c'est toujours autour de 100, on tourne autour de 100. Si jamais on revoyait le support autour des 97, d'abord, c'est le dernier plus bas, et puis 94, la ligne de support, il faut acheter et vendre toujours sur 107, 108. La médiane, c'est une 102. Pas passionnant, donc on passe rapidement à quelque chose de plus intéressant, c'est plutôt l'or. Alors je regarde si vous avez des questions. Non, ok, donc je continue.
Donc l'or. Alors l'or c'est intéressant, ça peut être intéressant bien sûr des tas d'influences sur les mines d'or, sur même la psychologie des taux d'intérêt. Il faut quand même avoir toujours une idée de l'or. Et là on a eu quelque chose d'assez intéressant par rapport à mon séminaire chez World Data où je suis, disons entre guillemets, spécialiste de la méthode DB. Certains d'entre vous ont peut-être le logiciel DB, divergence bougie, parce que regardez ce qui s'est passé sur d'abord un double bottom. On a eu une figure magnifique. Ici, nous sommes en mois, exceptionnellement. Hein. C'est rare que je fasse des graphiques en mois. C'est-à-dire que chaque bougie, c'est un mois. Donc, du coup, avec une moyenne mobile 40 et 12, 47 et 12, ça fait bien 4, 4 fois 12. On retrouve toujours notre ratio de 4. Et vous avez donc deux choses intéressantes. On était dans une tendance baissière depuis le deuxième record historique, pas le premier. Le record historique qui est plutôt au-delà des 1900. Je parle de cette tendance baissière très brutale qu'il y a eu depuis les 1800. On va arrondir à 1800 avec une très belle ligne de résistance. On a cassé à la hausse cette ligne de résistance et ce canal, plutôt ligne de résistance par le haut. On avait un double bottom magnifique qui a vraiment été donc une figure haussière. Et surtout, regardez pour ceux qui connaissent les divergences, surtout c'est intéressant, divergence de type D, c'est-à-dire double bottom place sur le titre, en l'occurrence l'or, et divergence haussière, on voit bien ici ça monte, et donc nous avons même un système d'achat ici, puisque ici ça a dépassé le top du RSI ici, avec un bruit parfaitement respecté qui n'a pas dépassé 40. Donc acheteur sur l'or. Alors, acheteur sur l'or, attention, il faut se méfier, donc avoir une première cible de 38%, ceux qui connaissent Fibonacci, on applique Fibonacci depuis ici, depuis donc la dernière impulsion caractéristique, 38%, ça nous fait 14,7. Alors on les a quasiment fait, puisqu'on a fait la semaine dernière, je crois, enfin ce mois-ci, en tout cas en mars, je crois qu'on a fait 1395. Donc pour le moment, on est au milieu d'ailleurs entre le support et la première résistance. En cas où on verrait encore 1240, 1245, c'est un support pour encore acheter de l'or et retrouver 14,7 ou éventuellement 1477, ça c'est simple, c'est la moitié de toute cette baisse. Donc, mais je préfère rester acheteur pour le moment pour l'or. Je vois si vous avez des questions. Plus de son. Ah, alors on me dit plus de son. Est-ce que plus de son, vous confirmez-moi que vous avez plus de son? Si, parfait, ok, très bien. Alors je continue encore, je passe assez vite donc sur ces influents des actions. L'euro-dollar. Alors là on commence à une conviction intéressante puisqu'on parle beaucoup de l'euro-dollar en ce moment. Il y a beaucoup de fondamentaux qui achètent l'euro, etc. C'est pas notre propos, ici c'est de l'analyse technique essentiellement, mais j'ai vu beaucoup de chartistes, j'ai vu un certain nombre de chartistes proposer, maintenant on est parti sur un 45, etc. Alors moi je m'oppose très clairement, l'analyse technique est composée d'abord de chartistes, c'est des lignes de résistance d'abord, et là quand les lignes de résistance commencent à partir de points caractéristiques, c'est-à-dire tout à fait important, c'est le record ici, le record historique, on le voit ici, je prends les clôtures, je prends pas les ombres, admettons, on a fait 1,58 en 2008. Donc cette résistance est d'autant plus importante quand on a refait ici pratiquement en double top, quand on a refait ici un 48, et bien comme par hasard on vient de toucher. Et comme par hasard on passe pas. Cette zone, c'est pas compliqué, 1,3950, 1,40, tant qu'elle ne sera pas franchie à la hausse et support en clôture mensuelle, là l'euro pour le moment est soit neutre soit vente. Et moi je pense que vente pour retourner peut-être, là on a une belle ligne de support, et il peut parfaitement retourner sur la zone 1,3475, 1,3450. Donc je suis vendeur sur l'euro, contrairement à un certain nombre, c'est bien quand il n'y a pas de consensus, et je pense... Ok. Pour ceux qui veulent regarder cette vidéo en entier, elle dure 48 minutes, c'est quand même un analyste chez Aurel BGC, reconnu, Gérard Sagnier, qui la propose. Je vous laisse le lien. Pour ma part, j'ai terminé ma session de trading, je vous souhaite une bonne soirée à tous, de bons trades. Je vous retrouve demain à 14h pour une session de trading en direct. Demain, on recevra Nicolas Chéron à 15h en direct. On parlera des erreurs des traders perdants en général et des caractéristiques des traders gagnants. Ce sera intéressant puisque Nicolas, en tant qu'analyste chez FXM, connaît les traders particuliers, le FXM étant le leader mondial du forex à destination de particuliers. On aura son point de vue, on discutera, on débattra, vous serez les bienvenus pour poser vos questions. Vous pouvez les préparer déjà sur le forum dans le sujet qui est dédié à ce webinaire, on va dire webinaire, débat, interview qui se tiendra demain donc à 15h et qui sera diffusé ensuite en différé sur la chaîne YouTube et sur le site. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube, vous avez tous les liens en haut à gauche au-dessus du logo de videobourse.fr. Participez au forum et aux divers services proposés sur le site. Bonne soirée à tous.